Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. c'est un plaisir. Vous êtes aujourd'hui à Metz, quelques jours avant le concert que vous donnerez le samedi 6 novembre au Galaxy d'Amnéville. Vous avez joué aux quatre coins de la planète. Qu'est-ce qui vous a donné envie, 34 ans après l'album Oxygène, après avoir donné tant de concerts planétaires, de vous lancer dans une tournée mondiale, j'allais dire presque intimiste pour vous dans les salles? Alors, d'abord, c'était une idée que j'avais depuis longtemps et un souhait que j'avais depuis longtemps, au fond, d'apporter la magie des concerts en extérieur dans des espaces plus contrôlés et dans des salles qui, on ne peut pas dire que le Galaxy d'Amnéville soit une salle intimiste, dans des salles qui sont justement assez qui sont d'une certaine taille. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire probablement il y a 8-10 ans parce que justement les salles, les grandes salles dans le monde n'étaient pas faites pour accueillir ce que j'avais en tête. Et c'est vrai que plutôt que de penser à un moins, c'est plutôt un plus aujourd'hui pour moi d'être dans des salles dans la mesure où il y a des choses qu'on ne peut pas faire en extérieur à cause des intempéries, à cause du vent, à cause de la pluie, le contrôle notamment au niveau de la qualité du son souvent, de la qualité même de l'air pour la scénographie. Et donc c'est un concert qui est très particulier puisqu'il s'agit au fond alors d'une part de revisiter les morceaux les plus connus de mon répertoire, mais en même temps aussi de jouer des nouveaux morceaux et je dirais en plaçant tout ça sous le signe du live et du direct à une époque où tellement de concerts sont prémixés, préenregistrés en playback, etc. Justement de présenter un concert extrêmement dynamique et avec des instruments qui sont a priori pas nécessairement faits pour ça, qui font partie de la mythologie de la musique électronique. On est 4 sur scène, on est entouré de 70 instruments et tout ça sont des choses que j'aurais des difficultés à faire en extérieur. Est-ce que paradoxalement cette proximité avec le public, le fait de voir le regard des gens, de voir leur réaction au plus près, est-ce que ça vous fait pas découvrir aussi vous vos morceaux? Il ne faut pas confondre, je pense que la musique, finalement, d'être en extérieur, en intérieur, dans une grande salle, dans une petite salle, finalement, je pense que ce n'est pas ça qui est important, parce que finalement, une performance, un concert, c'est une histoire de chimie, une histoire d'amour, je dirais presque, entre deux entités que sont le public et la scène. Ça marche ou ça ne marche pas, quel que soit le contexte. Maintenant, le fait de faire une tournée comme ça, aux quatre coins de la Terre, avec des publics qui sont assez différents, fait effectivement redécouvrir sa musique, me faire redécouvrir ma musique et surtout aussi la performance. C'est-à-dire que je pense que même depuis le début de la tournée, j'ai même beaucoup évolué, même physiquement, le concert est extrêmement dynamique. Il y a vraiment une pêche sur scène et quelque chose que souvent je trouve pas du tout présent dans la scène électro en particulier. Et là, il y a vraiment une dynamique, plein de choses qui se passent sur scène. Donc, c'est vrai que moi, ça m'apporte beaucoup, cette tournée, personnellement. Et à une époque où certaines personnes de ma génération ou un peu plus vieux font des tournées d'adieu, moi, c'est une tournée de débutants et j'y prends beaucoup de plaisir. Alors justement, vous avez relevé beaucoup de défis technologiques. Comment vous réussissez à ramener tous ces défis-là dans une salle, même si c'est une salle importante comme celle du Galaxy? Justement, je pense que d'une certaine manière, c'est quelque chose que, comme je vous disais, j'avais envie vraiment de faire, justement dans des salles qui sont aujourd'hui très adaptées, comme le Galaxy d'Amnéville, qui est une salle qui est faite pour le spectacle, ce qui n'est pas le cas de certaines salles dans le monde. Il y a effectivement la possibilité de pousser les choses plus loin, de plonger les gens dans une immersion encore plus totale, de donner une sensation de 3D sans lunettes. Je ne parle pas seulement sur le plan visuel, mais avant tout, c'est un concert, et donc sur le plan musical, de pouvoir justement soigner la qualité du son. Moi, je suis un grand amateur de concerts et souvent, je suis frustré de la qualité du son où, au mieux, le son est assez standard, mais un peu linéaire du début à la fin. Et puis souvent, très agressif. Là, il y a un son qui peut être fort, mais très chaleureux. Et on a depuis le départ, vraiment depuis le début de cette tournée, un accueil et public et critique vraiment très positif et qui vient justement du fait, on me le reproche d'ailleurs dans l'équipe un peu, enfin, de manière sympa, mais en me disant que finalement, on fait presque 2 concerts par jour puisque je passe 2 heures au soundcheck à la balance, pratiquement autant que le concert lui-même. Mais je pense que ça paye et que c'est un résultat.
J'avais assisté à une conférence que vous donniez au début des années 2000 à l'Apple Expo, où vous expliquiez notamment que vous étiez capable aujourd'hui, grâce au portable, de mixer, de composer, d'arranger des morceaux à bord d'un avion, grâce à vos portables. Je voulais savoir comment aujourd'hui, quand on voit qu'il y a un buzz en ce moment sur un groupe américain qui réalise un morceau en direct avec 4 iPhones, comment est-ce que vous composez aujourd'hui avec ces nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus propices à la création pour vous, à l'inspiration? Alors je pense que la technologie numérique offre beaucoup de facilités, notamment c'est très amusant de pouvoir justement composer dans le métro et créer dans le métro, mais ça ne veut pas dire que cette manière de composer-là effacerait un orchestre symphonique, les instruments de jazz, une Fender, une Gibson et les synthés analogiques qui font partie de la mythologie de la musique électronique, qui sont le cœur de cette tournée 2010 pour moi et de ce concert-là, pour bien montrer justement aussi que au fond, les instruments à la lutherie, c'est pas une histoire de mode, c'est pas une histoire de progrès technologique. Vous prenez Stradivarius, c'était un petit luthier du XVIIe siècle qui a fait un violon que personne n'a jamais réussi à refaire, même aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a. Ça montre bien qu'on n'est pas dans cette, qu'on n'est pas du tout dans cet univers-là. Et les instruments électroniques du départ, c'est-à-dire ceux de la période analogique, avant que l'ordinateur n'arrive, ont une spécificité, comme les guitares des années 60 ont une spécificité, comme le Stradivarius a une spécificité, et ce son-là est absolument... On ne peut pas le reproduire. On peut faire d'autres choses avec un iPhone ou avec des instruments numériques, mais c'est pas. Et quand on voit que la plupart des plugins, des softs sur ordinateur aujourd'hui sont souvent des répliques, des émulations, des imitations des synthés analogiques, je dis utilisons les synthés analogiques. Pour le numérique, faisons des choses qui soient liées au numérique. Le 10 octobre dernier, le 10-10-10, vous vous êtes autopiraté à Londres. Vous avez donné la possibilité aux gens de regarder une de vos performances en direct. Je voulais savoir quel internaute est Jean-Michel Jarre en 2010 et quel regard vous avez aujourd'hui sur les nouvelles technologies, sur le Adopi, sur le téléchargement par exemple. Alors c'est vrai que le 10-10-10, je jouais à l'O2 Arena, qui est une salle absolument mythique, extraordinaire, qui était la salle dans laquelle devait jouer Michael Jackson, et que en fait j'ai eu l'idée pour les fans de faire un cadeau aux fans qui était à travers le monde, qui était d'installer des caméras de surveillance sur scène et de faire une sorte d'auto-piratage du concert en noir et blanc avec un super son, mais qui était comme si quelqu'un venait espionner ce qui se passait. Donc ça a eu beaucoup de succès dans le monde, j'ai eu beaucoup de retombées, c'était très marrant à faire. Et moi j'aime beaucoup Internet, je crois beaucoup au développement des réseaux sociaux, à une époque où l'industrie de la musique se pose beaucoup de questions, est en difficulté. Je pense que pour les artistes, il est temps de reprendre en main leur destin. Et je pense que justement, un des charmes et des atouts des réseaux sociaux, c'est justement de pouvoir fédérer sa propre communauté, son propre club ouvert à tous de manière plus affectueuse, plus directe, plus sensible. En même temps, Internet... c'est il faut faire attention que Internet ne devienne pas et soit pas pour les enfants de 7-8 ans dont certains seront les punks de la prochaine génération, qu'il n'y ait pas un rejet, qu'ils ne prennent pas le maquis d'Internet en se disant c'est devenu finalement le terrain de la plus grande exploitation, de la plus grande manipulation de l'histoire de l'humanité. Et je crois qu'il y a un juste milieu que je pense on va trouver. Je pense qu'il y a Internet est extrêmement séduisant, Internet est extrêmement pratique. Maintenant, c'est pas la panacée non plus. Et vous, les gens de médias, vous avez maintenant une tâche qui est tout à fait différente de celle que vous aviez il y a 15 ou 20 ans, ou même 10 ans, qui était finalement d'aller à la pêche à l'information. Maintenant, c'est d'aller à la pêche à la véritable information et à l'information vraie. Et j'ai des exemples même personnels qui montrent à quel point il est dangereux aujourd'hui de s'exprimer, parce qu'on s'exprime, quelque chose est mal traduit, ça part sur Internet et ça fait le tour du monde et on vous prête des propos que vous n'avez pas du tout prononcés. Dernière chose par rapport à Adopi, Adopi, je trouve ça très sympathique, ça sonne comme un petit animal australien, c'est gentil, c'est mignon, je pense que ça a le mérite d'exister. C'est très important que la France soit levée comme premier pays en disant, pour les gens qui ne sont pas au courant, à propos, vous savez, voler, c'est illégal, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, l'aspect coercitif et l'aspect de poursuite, j'y crois pas du tout. D'abord, c'est inapplicable. Ensuite, on se trompe d'ennemi.
et on se trompe d'ennemis. Les ennemis ne sont pas les ados qui piratent. Les ennemis et qui mettent en péril notre économie, à vous les gens de médias, à nous les gens de musique et aux gens de cinéma, c'est les grandes sociétés de fournisseurs d'accès qui gagnent des milliards de dollars sur notre dos depuis des années et qui sont très très contents, d'ailleurs, qui sont les premiers à faire la promotion d'Adopi. Ils peuvent donner gratuitement à l'État français des grandes bannières sur tous les sites. Et simplement parce que pendant qu'on parle d'Adopi, on ne parle pas du vrai problème, qui est le fait que quand on écoute la radio, personne ne vous dit que vous exercez une activité illégale, et pourtant vous écoutez de la musique gratuitement. Pourquoi ? Parce que les droits ont été payés en amont. Il faudra bien, pour schématiser, d'une manière ou d'une autre, que ces gens crachent au bassinet. Voilà. Que vous doit la génération qui écoute aujourd'hui la musique dite électronique ? Je pense que personne ne doit rien à personne en matière de culture, d'art, etc. Il n'y a pas de morale. Je veux dire que les gens prennent ce qu'ils ont à prendre là où on est tous des éponges et on prend là où on a à prendre. Il se trouve simplement que moi j'ai ouvert des portes sur des territoires vierges à un moment sans même le savoir, où on était une poignée d'allumés en faisant avec des instruments un peu bizarres, en faisant une musique qui intéressait personne. Qu'ensuite, quand Oxygène est sorti plus tard, c'était en début de l'époque punk et disco, et là encore ça intéressait pas grand monde puisque le disque a été refusé par plein de maisons de disques. Et que finalement la musique électronique est arrivée de manière plus populaire à la fin des années 80, début des années 90, à travers la scène des dance floors et la scène techno. Et là encore, c'était un malentendu dans la mesure où la musique électronique est beaucoup plus large que ça. Quand on voit des artistes comme Air, comme Moby, comme Massive Attack, comme Sébastien Tellier, comme Coup de l'âme, Vitalik, etc., dans la scène électro-française qui est extrêmement importante, on voit bien que la musique électronique est beaucoup plus large que la musique de discothèque. On imagine ce que votre grand-père, inventeur de la table de mixage, a pu vous apporter, tout comme votre père. Je voudrais savoir ce que vous pensez apporter à votre fils qui est en train de quitter la magie des tours pour la magie des notes et de la musique avec son groupe qui s'appelle The Two. Qu'est-ce que vous pensez lui apporter, lui léguer quelque part ? Je pense surtout l'encombrer le moins possible. Parce que je pense que c'est encombrant d'avoir un père et un grand-père dans la musique. Et je le laisse vraiment complètement faire ce qu'il a envie de faire et que lui vienne plutôt à moi s'il en a besoin, mais il n'en a pas besoin du tout parce que ça fonctionne très bien et je pense que c'est l'héritage, on ne le dit pas assez, dans le cinéma c'est un peu différent, mais dans la musique, l'héritage du nom, c'est quelque chose de lourd à porter et c'est vrai que moi mon père ne m'a pas beaucoup apporté parce qu'il était parti aux États-Unis, que je l'ai malheureusement pas vu, j'ai pas grandi avec lui et j'en ai beaucoup souffert de cette béance et cette indifférence. En tout cas ce que mon fils sait déjà et mes enfants savent déjà, c'est que en ce qui me concerne ce n'est pas le cas et je suis leur carrière pas à pas avec beaucoup d'affection. Dernière question, on l'a dit, vous avez joué devant les plus beaux monuments de la planète. Que vous inspire Pompidou-Metz, qui a été inauguré en mai dernier ici ? Et est-ce que vous imaginez, pourquoi pas, un jour jouer devant le parvis, devant ce lieu ? Absolument, moi je pense que c'est un endroit qui est tout à fait particulier, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, mais vous savez, la plupart des concerts que j'ai fait dans ma vie, dans les endroits extérieurs, ne sont pas des décisions que j'ai prises. Je ne me suis pas réveillé le matin en me disant tiens l'année prochaine je vais jouer dans un mois aux Pyramides. Ça se passe malheureusement pas comme ça, ce serait super, mais ça se passe pas comme ça. Et la plupart du temps, ce sont des demandes qui m'ont été faites. Et il est certain que si j'avais une proposition dans ce sens, je serais absolument honoré, privilégié et heureux de pouvoir participer à un projet comme celui-là.